De quoi? Je te remercie. Ça va pas aller. On peut pas ensuite me demander.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on débute notre réunion. Donc encore un intervenant, mais qui va bientôt arriver. Donc le temps que l'on s'installe et que je fasse un petit propos liminaire, ça lui laissera tout le temps d'arriver. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais, avant de commencer cette table ronde, évoquer avec vous rapidement plusieurs points d'actualité européens qui me semblent importants. Je voudrais d'abord saluer et souligner les avancées importantes qui ont été actées par les institutions européennes ces derniers jours, avec notamment l'accord qui a été trouvé sur la taxe carbone aux frontières, qui est une proposition portée de très longue date, notamment par la France, et qui trouve enfin un débouché permettant de faire de l'Union le premier espace au monde à mettre en place une taxe carbone sur ses importations. Et je crois que c'est une mesure de protection fondamentale pour le climat, pour nos entreprises, et qui permettra de lutter efficacement contre le dumping environnemental des entreprises extra-européennes. Je voudrais également, en préambule, saluer le déblocage de plusieurs dossiers clés, dont la taxation minimale des multinationales, l'aide financière à l'Ukraine et les pénalités à l'encontre de la Hongrie pour ses atteintes à l'état de droit. L'accord trouvé entre les États membres et l'Union européenne sur l'introduction d'une imposition minimale de 15% des sociétés multinationales est là aussi un combat porté depuis plusieurs années par la France. Il permettra d'éviter que de grandes entreprises multinationales de transfèrent leurs bénéfices vers des pays peu taxés, ce qui leur permettait jusqu'ici d'échapper en grande partie à l'impôt sur les sociétés. Et je crois que c'est un levier important pour la lutte contre l'optimisation fiscale et la lutte contre les paradis fiscaux. Et je pense aussi que si les entreprises exercent une activité économique en France ou dans un État européen en vendant des services à nos consommateurs, elles doivent également apporter leur juste contribution. Et donc c'est le sens de cet accord et je le salue. Tout aussi important et dans la poursuite de ce qui a été la journée d'hier à Paris, l'octroi d'une aide macro-financière de 18 milliards d'euros en faveur de l'Ukraine pour 2023, qui permet aux Européens de verser à Kiev un paquet d'aides cruciales pour l'État ukrainien et son fonctionnement à un moment donné où le pays a besoin d'une aide forte plus que jamais. Et cela s'inscrit, je le disais, dans la continuité de ce qui s'est passé hier à Paris, avec les deux conférences, notamment la conférence solidaire avec le peuple ukrainien qui a rassemblé 47 États européens et extra-européens et qui a permis de lever près d'1 milliard d'euros pour permettre à l'Ukraine de passer l'hiver en lui fournissant des nouveaux générateurs, des transformateurs afin notamment de faire tourner les hôpitaux du pays, mais aussi des ampoules LED. Je crois que la présidente de la commission, von der Leyen, a annoncé plus de 30 millions d'ampoules qui seront envoyées à Kiev, des ponts mobiles, des voies de chemin de fer, des semences. Ça, c'est ce qui a été acté dans l'après-midi dans la conférence bilatérale France-Ukraine, avec notamment les 16 entreprises françaises. En somme, voilà une aide conséquente qui arrive à un moment important de ce conflit. Une autre décision qui, je crois, intéresse notre commission, puisque nous sommes exprimés la semaine passée dessus à travers un avis politique, concerne la Hongrie. Le Conseil est tombé d'accord pour geler 6,3 milliards d'euros des fonds de cohésion en faveur de Budapest pour la période 2021-2027 et pour conditionner le versement des 5,8 milliards d'euros du plan de relance à un ensemble de jalons liés à des réformes précises que le gouvernement hongrois devra remplir pour obtenir tout déboursement. Et cela va dans le sens de l'avis politique qui a été voté la semaine passée dans cette commission et qui avait été porté par notre collègue Brigitte Klinkert. Et donc je m'en félicite. Et ça démontre aussi que le chantage hongrois n'a pas entièrement fonctionné. Enfin, puisque ça a aussi beaucoup animé ce début de semaine européenne, je tiens ici à condamner très fermement les faits de corruption au Parlement européen qui ont été révélés ces derniers jours. Ce scandale de corruption est manifestement, d'après les premiers éléments de l'enquête, ces faits d'ingérence étrangère sont extrêmement graves et exigent que toute la lumière soit faite. Moi, je souligne avec beaucoup de satisfaction que la justice belge et la police belge fonctionnent de manière extrêmement efficace, mais il faudra évidemment politiquement tirer toutes les conséquences au niveau européen en prenant des mesures fortes, notamment à travers la transparence de la vie publique, avec une haute autorité pour la transparence de la vie publique au niveau européen, comme cela existe chez nous. Et puis ça appelle évidemment chacun de nos États membres à lutter sans répit contre les ingérences étrangères, car il n'est évidemment pas acceptable que des États tiers
s'immiscent dans notre vie démocratique par la corruption. Et ces corrupteurs doivent savoir que la démocratie européenne n'est évidemment pas à vendre. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule de cette réunion. Et j'en viens désormais à notre ordre du jour qui porte sur les liens entre l'Union européenne et les territoires. Et évidemment, au cœur de ce vaste sujet se trouve la politique de cohésion économique et sociale, qui est la politique européenne la plus visible, ou une des plus visibles par nos concitoyens. Cette politique, vous le savez, n'est pas un mécanisme de transfert financier entre États, elle n'est pas non plus un simple instrument de solidarité entre régions riches et régions plus pauvres. C'est une véritable politique d'investissement qui vise à réduire les écarts de richesse entre les régions en soutenant des projets de développement dans les territoires et dont l'effet de levier est extrêmement puissant. Notre sujet de ce jour se décompose, à mon sens, en 3 questions. La première est de savoir si les moyens employés pour rendre visible le déploiement des fonds de cohésion dans les territoires sont suffisants. Est-ce qu'il est possible d'améliorer la manière dont sont fléchés les projets bénéficiant d'un soutien de l'Union européenne? La seconde question porte sur la mise en œuvre de l'actuelle programmation 2021-2027. L'association des collectivités régionales et locales à la définition des priorités et au choix des projets est-elle satisfaisante? Les procédures de gestion de fonds sont-elles trop lourdes? L'actuelle programmation souffre-t-elle de retard? Et puis enfin, il conviendra de s'interroger sur l'avenir de la politique de cohésion après 2027. Le 8e rapport de la politique de cohésion souligne que cette politique a fait progresser la convergence entre les États membres et entre régions de l'Union. Et la manière dont certains pays comme l'Espagne ou l'Irlande ont convergé vers le reste de l'Union grâce au fonds de la cohésion illustre évidemment ce constat, mais certains États et certains territoires semblent être en prise avec de graves difficultés qui les font décrocher de la moyenne européenne. Ils se trouvent dans ce que certains appellent un piège de développement et donc face par ailleurs à des défis multiples que nos territoires rencontrent comme la transition écologique et numérique, le développement de l'innovation et de la connectivité ou les effets du vieillissement démographique qui imposent de concevoir de nouvelles stratégies de développement à la fois plus ciblées et plus intégrées au niveau régional et interrégional. Cela amène à de nombreuses questions qui se posent dans la perspective de l'après 2027. Le nombre de catégories de régions, actuellement au nombre de 3, est-il trop élevé ou au contraire faut-il identifier de nouvelles catégories de régions pour permettre une approche plus ciblée? Faut-il réduire le nombre d'instruments financiers concourant au financement de cette politique? Quelle doit être l'articulation entre la facilité pour la reprise et la résilience, qui est le bras armé du plan de relance européen, et la politique de cohésion? Et comment simplifier l'exécution des fonds? Voilà quelques questions en préambule pour nourrir la discussion. Vous aurez évidemment, on ne répondra pas à tout aujourd'hui, mais c'est pour planter le décor. Et donc pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir d'échanger avec un panel d'intervenants experts. Madame Valérie Drézé-Humez, vous êtes la chef de la représentation de la Commission européenne à Paris, et vous nous présenterez évidemment les actions que votre équipe déploie dans nos territoires pour rendre plus visibles les acquis de la construction européenne. Madame Isabelle Boudinot, vous êtes conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine, membre du comité européen des régions, et vous représentez Région de France. Monsieur Thibaut Guignard, vous êtes coprésident de la Commission Europe et internationale de l'Association des maires de France et président d'intercommunalité. Et Madame Stéphanie Thiers, qui est à distance, oui, conseillère départementale qui se trouve derrière moi, conseillère départementale des Yvelines et qui suit les questions européennes pour département de France. Voilà le périmètre de notre table ronde. Et pour ne pas être plus long, je vous propose, si vous en êtes d'accord, Madame Drézé-Humez, de vous céder la parole en première et puis de suivre peut-être l'ordre par la suite, en essayant d'avoir un propos assez ramassé au début, 5 à 10 minutes maximum, comme ça permet d'avoir l'échange avec la salle par la suite. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les élus. Je suis ravie d'être là parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, l'Union européenne et les territoires, c'est un niveau crucial. C'est là qu'il y aura la visibilité, la proximité
ou non de l'action européenne, de la réalité du déploiement des politiques européennes. Et donc, c'est vraiment important d'avoir cette dimension au cœur de nos actions. Ça veut dire aussi que nous parlons d'une chaîne où chacun des maillons a un rôle à jouer. Bien sûr, au niveau européen, au niveau national, puisque si on prend le FEDER, par exemple, et tous les secteurs où nous sommes en gestion partagée, il est important que l'ensemble des partenaires puissent jouer leur rôle à plein, élus et au plus près, effectivement, des citoyens. Alors ça nous impose d'être en partenariat. Ça veut dire à la fois de pouvoir faire, si je puis dire, descendre, je prends géographiquement Bruxelles en termes de localisation, descendre vraiment les politiques, leurs objectifs, les façons de faire, expliquer, réexpliquer, être proche de ceux qui vont les mettre en œuvre et aussi faire remonter la réalité du terrain. C'est absolument crucial. Vous avez parlé de simplification. C'est une dimension qui est souvent évoquée par ceux qui portent un projet ou qui voudraient porter un projet. Quand je vais sur le terrain, on me dit « Ah, ça, c'est compliqué ». Et lorsqu'on regarde, d'abord, il faut trouver à quel niveau se trouve la complexité. Est-ce qu'elle vient des règlements de base européens ? Est-ce que c'est au niveau de la façon dont c'est appliqué au niveau des entités nationales ? Je dirais ça d'une manière plus globale. Et donc, c'est très important d'avoir ce contact dans la durée sur la réalité de la mise en œuvre. Et ça nous a notamment permis, dans le cadre de la programmation 21-27, de préparer un certain nombre de simplifications. Alors, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais c'est assez marquant quand même que plus de 70 simplifications ont été proposées dans ce cadre-là. Des choses assez réglementaires, à un niveau réglementaire, mais aussi très concrètes pour les porteurs de projets, et notamment la possibilité de passer des frais réels à une approche plus forfaitaire, la reconnaissance des autorités comptables aussi, pour éviter que nous ayons un millefeuille, là aussi, de contrôle, qui nuit aussi à l'approche des fonds européens et surtout à la perception de complexité ou non. Donc ce partenariat, c'est très important. La politique de cohésion, comme vous l'aviez signalé, c'est un tiers de la programmation budgétaire 21-27. Ça reste une politique évidemment très importante. C'est une politique à la fois transformative, c'est-à-dire qu'on est sur le territoire pour décliner les objectifs européens, énergie, changement climatique, transition numérique. C'est au niveau local, au niveau le plus proche des réalités, que l'atteinte des objectifs se fera ou pas. Et cette politique de cohésion est transformative parce qu'elle va permettre que cela se fasse ou non. Avoir des conseillers de transition numérique au plus près des citoyens français, c'est quelque chose qui est totalement tangible, qui est réel et qui est très important à assurer que ces moyens soient vraiment présents. C'est aussi une politique qui a montré sa réactivité, comme le nom l'indique, si j'ose dire, avec le programme REACT-EU, notamment, suite Covid, difficultés sur le terrain, besoin, par exemple, pour les élus d'accéder à des masques pour leurs administrés, avoir actuellement une possibilité d'utiliser les fonds de la politique de cohésion pour apporter un soutien face à l'augmentation des prix de l'énergie, à la fois pour les ménages et pour les PME. Donc une politique qui voit dans le long terme, qui permet de faire avancer les territoires, de rapprocher aussi les territoires, comme vous le disiez, au niveau européen, mais qui a montré aussi sa capacité à répondre à des besoins immédiats et extrêmement concrets. Et donc là, on est au cœur de ce que je disais en introduction, de cette connexion entre la réalité et la proximité des politiques européennes et le fait que ce soit tangible pour les citoyens. C'est, à mon sens, le moyen de créer vraiment cette appartenance européenne dont on parle beaucoup et qui est très importante. Et donc, chacun d'entre nous, comme je le disais, dans nos rôles, dans ce maillage, a un rôle à jouer très important. Au niveau de la représentation de la Commission européenne en France, ce que nous faisons, c'est de mettre, je dirais, sous les projecteurs ces projets, les porteurs de projets, au fur et à mesure que, par exemple, des membres du collège vont sur le terrain ou moi-même, je vais en déplacement. Deuxièmement, c'est que nous avons mis en place depuis maintenant presque 1 an et demi, via notre antenne régionale de Marseille, un pôle territorial qui est vraiment destiné à faire ce lien de manière beaucoup plus proche et immédiate pour faire connaître, les besoins des élus, maires, grandes villes, ruralité, tous, pour être au plus près vraiment des besoins notamment d'information. Alors le bureau
a fait un certain nombre de partenariats avec l'AMF, avec Département de France, avec la FCCRE, avec la NCT, etc., pour apporter de l'information, organiser des séminaires, webinaires, faire une publication dans la Gazette des communes, être présent sur le Salon des maires, etc., pour au maximum réduire ce fossé réel ou perçu entre un niveau européen et sa réalité concrète dans les territoires. Ce bureau va continuer bien sûr à déployer ses efforts et la Commission a aussi lancé avec le Parlement européen un projet qui s'appelle BELC qui vise à impliquer les élus locaux, à s'engager pour parler d'Europe parce que, comme j'entendais récemment au Salon des maires ou au Congrès des maires, je vais essayer d'être correcte, il y a un aspect qu'on entend souvent, qu'est-ce que l'Europe peut faire pour moi? Je vais utiliser une approche bien connue de l'outre-Atlantique, de dire qu'est-ce que l'on peut faire en tant qu'élu pour l'Europe et de faire ce lien, et c'est très important de faire cette connexion. Beaucoup ont sur leur territoire un gymnase rénové avec des fonds européens, des élèves qui ont accès à des tablettes parce qu'il y a des fonds européens. Il faut le dire, il faut le faire savoir. Vous savez bien sûr qu'il y a des obligations juridiques de mentionner la fourniture de fonds européens. Parfois, il est difficile de trouver cette mention sur le terrain, et c'est encore mieux, je dirais, si effectivement les élus sont les premiers ambassadeurs de cette réalité qui fait que l'Union européenne permet d'accompagner les citoyens et d'accompagner surtout la transformation des territoires pour le bien-être économique et social des citoyens. Voilà, je m'arrêterai là pour ces propos liminaires. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guignard. Je vous passe tout de suite la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, au nom de l'Association des maires de France, ce que je voudrais dire, c'est que les collectivités ont besoin des fonds européens. Elles ont besoin, des fonds et des programmes européens, puisque nous avons les fonds d'investissement, mais il y a également les programmes tels que le programme Leader pour le développement rural, le DAL FEAMP pour les affaires maritimes et la pêche. Elles ont aussi besoin d'avoir accès aux programmes de coopération qui sont accessibles aux collectivités territoriales pour s'ouvrir vers l'Union européenne, avoir accès aux échanges de jeunes, je pense aux services volontaires européens. Et à l'AMF, nous représentons les 35 000 communes de France dans lesquelles il y a 28 000 communes rurales, donc dites de petite taille, et qui ne sont pas forcément aussi agiles avec ces questions européennes que les grandes villes qui ont l'habitude d'avoir accès aux fonds européens, d'avoir des coopérations européennes, qui ont des services Europe, de l'ingénierie, etc. Donc nous avons une attention particulière sur ces communes dites petites pour leur permettre, elles aussi, d'avoir le droit à leur part d'Europe, de pouvoir accéder aux opportunités européennes, quelles qu'elles soient, financières, mais aussi d'ouverture vers d'autres pays de l'Union. Alors les collectivités locales, le bloc local a besoin de l'Union européenne sur de nombreuses thématiques. On peut penser à l'habitat, au changement climatique, aux mobilités, au transport, à la santé, au tourisme, à la culture. Ce sont autant de thématiques, autant de projets qui ont besoin d'être cofinancés par les fonds européens, qui ont souvent un effet levier important et qui permettent de consolider les plans de financement, donc aux projets véritablement de démarrer et ne pas rester au stade de l'idée. Alors comment faire pour que l'ensemble des collectivités du bloc local, quelle que soit leur strate, puissent accéder aux fonds européens? Il y a d'abord, je pense, la nécessaire territorialisation, et l'objectif stratégique 5 du FEDER le permet pour la prochaine période de programmation. Donc on peut se féliciter que certaines régions comme la Nouvelle-Aquitaine ou Bourgogne-Franche-Comté se soient pleinement emparées de cet OS5. On peut regretter que d'autres régions comme la Bretagne ou l'Île-de-France ne l'aient pas fait. Il y a aussi un besoin d'ingénierie et d'accompagnement. De l'ingénierie, on en trouve dans les territoires grâce notamment aux programmes tels que Leader, avec des animateurs qui sont sur le territoire pour aider les porteurs de projets à monter leur dossier, à déposer leur demande de subvention. Pour d'autres fonds, notamment le FEDER, c'est plus complexe. Il y a donc une réflexion en termes d'ingénierie à avoir avec les autorités de gestion régionales, avec sans doute l'échelon intercommunal qui pourrait porter de l'ingénierie pour l'ensemble des communes, avec la NCT aussi, dans le cadre des différents dispositifs qui existent et qu'on doit aussi essayer de rapprocher. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on arrive à trouver une synergie entre les dispositifs nationaux, je pense notamment au programme Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain,
avec les dispositifs européens pour là aussi réussir à créer des bouquets de financement qui multiplient les projets et l'investissement dans les communes. L'autre sujet, c'est le sujet dont on parle toujours lorsque l'on se voit tous les trois, parce qu'on est souvent ensemble pour parler de ces sujets-là, c'est la simplification, la fameuse simplification, qu'elle soit à Bruxelles, qu'elle soit auprès des autorités de gestion nationales ou régionales quand les fonds sont régionalisés. Là, je pense qu'on a tous besoin de balayer devant notre porte pour cette simplification. Il y a de la complexité rajoutée à tous les niveaux. Et Isabelle Boudinot ne sera pas surprise de m'entendre dire qu'il y a aussi parfois une surcomplexité, une surtransposition au niveau régional par rapport aux textes européens et aux exigences de l'Union européenne, avec un système de contrôle qui, c'est vrai, fait peur à tout le monde, ce qui oblige chaque niveau à se surprotéger du contrôle du niveau N+1. Et on arrive parfois à des choses complètement bloquées. Le niveau national étant pas mal aussi, Isabelle, tu viens de me le rappeler. Et on arrive parfois à des choses complètement bloquées, comme ce fut le cas pour le programme LEADER entre 2014 et 2018. Donc on a besoin effectivement de faire fonctionner toute la chaîne, en remettant peut-être un élément de base dedans qui est la confiance. C'est-à-dire que nous avons un pays où le taux de corruption, le taux de mauvaise utilisation des fonds publics, la transparence, les contrôles au quotidien sont déjà nombreux, sans doute plus avancés que dans d'autres pays de l'Union européenne. Et on devrait pouvoir avoir un contrat de confiance entre les différents niveaux. La confiance n'empêchant pas le contrôle et donc la sanction qui est le reversement en cas de mauvaise utilisation des fonds, mais la confiance permettant de dérouler beaucoup plus facilement les programmes. Et cette démarche, il faut qu'on l'ait dans une démarche bottom-up, des territoires jusqu'à l'Union européenne, en passant par les régions et le niveau national. Pour cela, on a besoin d'informer et de sensibiliser les maires et les présidents d'intercommunalité, parce que moi, je suis toujours très surpris au Congrès des maires, ou bien moi-même, l'agglomération de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, où je suis vice-président en charge d'affaires européennes, d'entendre mes collègues dire « mais l'Europe, je ne vois pas trop ce qu'on peut demander comme subvention. Et puis on m'a dit que c'était compliqué, et puis on m'a dit que c'était long, et puis on m'a dit que les paiements étaient longs, qu'il fallait faire l'avance de trésorerie. » Donc il faut lever les freins. Il faut lever les freins en disant l'Union européenne, elle doit bénéficier à toutes les collectivités. Il y a des opportunités formidables. Effectivement, c'est compliqué, mais l'Union européenne est exigeante en termes de traçabilité et de bonne utilisation des fonds. C'est de l'argent public. Je pense que personne ici n'ira le regretter ou le remettre en cause. Et donc, il faut lever les freins et donner envie, donner le réflexe aux élus d'aller mobiliser des fonds européens. Alors pour cela, l'Association des maires de France a édité un guide sur qu'est-ce que l'Europe peut financer pour les collectivités, qui a connu un très grand succès en termes de distribution et de téléchargement, puisque c'est un guide avec une entrée thématique qui est vraiment très bien fait. Et je remercie Pauline qui est à côté de moi, qui a tenu la plume. Nous avons mis en place des modules interactifs, des webinaires, et nous allons lancer en début d'année l'Europe des territoires, qui va être un tour de France des régions pour aller expliquer aux maires les opportunités européennes en partenariat avec la représentation permanente de la Commission en France, avec l'Association française du Conseil des communes et des régions d'Europe, avec Leader France, la Fédération nationale des programmes Leader, en étroite collaboration bien évidemment avec Régions de France et chacune des autorités de gestion. Et l'idée, c'est d'organiser avec nos associations départementales des réunions. Alors quand je dis régionales, c'est sans doute par anciennes régions, parce que certaines sont devenues très grandes, donc sans doute par anciennes régions, et laisser les associations départementales s'organiser à plusieurs pour venir ensemble, là aussi du niveau très local, je pense à Leader France, jusqu'à la représentation de la Commission, donc le niveau européen, pour expliquer les choses, pour sensibiliser et pour former. Et pour terminer, je dirais que tout cela ne doit pas nous faire oublier de passer un message qui pour moi est un message très important pour l'Union européenne, qui consiste à dire que lorsque l'on parle des opportunités financières de l'Union européenne, on ne parle pas que d'un chéquier, et que l'Union européenne n'est pas qu'une banque.
L'Union européenne, c'est d'abord un projet politique qui passe par la cohésion des territoires, par la cohésion régionale, et c'est pour ça qu'il y a eu des dispositifs financiers mis en place pour permettre notamment à certaines régions de rattraper leur retard. Et je pense que c'est important aussi, en termes d'affichage, de communication, d'éléments de langage, comme on dit dans les discours, de toujours rappeler que si on a accès à une subvention européenne, c'est parce qu'il y a une politique globale qui a été co-construite entre l'Union européenne, les États membres, les acteurs, et qu'elle participe modestement à la consolidation de l'Union européenne par les territoires. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Guignard. Je passe tout de suite la parole à Isabelle Boudinot. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous les députés présents. Je ne vous rappellerai pas que les régions sont autorités de gestion depuis 2014, donc on achève le premier programme opérationnel qui a été pris en charge comme autorité de gestion par les régions en France, avec la petite difficulté qu'effectivement on a eu une fusion entre-temps, donc beaucoup de nos régions ont dû travailler avec plusieurs programmes opérationnels dans leur périmètre. Mais ça n'a pas été, quand on regarde les taux de consommation, ça n'a pas eu d'incidence sur la rapidité d'exécution. Pourquoi les régions ? Je pense qu'il y a un véritable tandem, couple entre l'Europe et les régions sur les stratégies, les objectifs. On est vraiment, quand on parle du FSE, c'est évidemment la formation professionnelle, pour la part qui nous revient, puisqu'on aura une présidente de département ou une représentante des départements qui pourra parler du FSE départemental. Mais on a une partie régionale qui est vraiment en lien très étroit avec la formation professionnelle et une nouvelle compétence que les régions ont souhaité avoir, qui est celle de l'orientation. Donc là, on peut, sur cette nouvelle programmation 21-27, pouvoir intervenir. Et vraiment, je pense qu'on sait tous à quel point l'éducation nationale manque de cette dimension d'orientation en son sein, et qu'on va pouvoir faire un travail de fond là-dessus. Sur le FEDER, c'est pareil, on a les mêmes objectifs. On a toute la partie compétitivité, développement économique, recherche et développement, enseignement supérieur. Tout ça, c'est un véritable couple Europe-région qui peut tirer dans le même sens. On a la partie maintenant, Madame la représentante l'a cité, le Green Deal, donc tout ce qui est climat, énergie, qui constitue un de nos gros axes d'intervention dorénavant. Qu'est-ce qu'on peut... En règle générale, la plupart de nos politiques régionales sont ainsi irriguées par les fonds européens. Il y a très peu de politiques qui ne sont pas cofinancées par les fonds européens. Et je crois que c'est véritablement une échelle, la région, qui permet d'avoir cette vision structurante de politique qui prépare l'avenir. La dernière dimension, Thibaut Guignard l'a évoqué, c'est cet axe territorial qui correspond aussi bien à la vision d'aménagement du territoire. Tous les schémas directeurs que nous devons porter, nous en région, on a aussi ce tandem qui fonctionne très bien. Donc voilà, des politiques d'investissement structurantes qui préparent l'avenir, et une efficacité démontrée, puisque je crois qu'il y a très peu de régions qui ont connu ce qu'on appelle du dégagement d'office, c'est-à-dire qui n'ont pas réussi à consommer à chaque étape les fonds qu'elles avaient à gérer. Bon, là, on a une période un peu cruciale où on doit terminer un programme, mais par-dessus, c'est rajouter la politique REACT, donc qui a quand même nettement alourdi nos services instructeurs, qui ont un énorme travail à faire d'instruction des services et de remontée des factures. Et puis, on a le 21-27 qui a démarré. Nous, à chaque commission permanente, on commence à engager des crédits sur le 21-27. Donc, voilà, on a 3 étages de crédits, de sources de financement à gérer en même temps. Ça nous impose pas mal de rigueur et de besoins humains. La plupart des régions ont été obligées de recruter, ce qui n'est pas toujours facile. C'est des profils pas toujours évidents à trouver. Donc il faut souvent que l'on forme les personnes que l'on recrute. Ça prend un petit peu de temps. Mais voilà, on est quand même à la manœuvre de façon efficace. Et je crois qu'on est... Pour l'avenir, on aura beaucoup de choses à travailler ensemble, parce que par contre, on est particulièrement bien placé pour parler des questions de simplification,
Vous avez dit qu'il y avait eu des simplifications. Oui, certes, passer du forfait, passer des frais réels au forfait, ça a été une vraie simplification. Mais globalement, et Thibault ne me contredira pas, de génération en génération, on a de plus en plus de complexité, de lourdeur et d'audit, d'évaluation, avec effectivement chaque étage qui fait son propre audit. Alors on a un étage national qui s'appelle la CICC, la commission de contrôle, qui est vraiment assez kafkaïen. On a la Cour des comptes européenne qui est aussi extrêmement méticuleuse, mais pour pas dire difficile, d'une lourdeur. Vraiment, quand on a la malchance d'avoir un audit, ça mobilise les services pendant plusieurs semaines. Je pense qu'il faut savoir que c'est une politique, la politique de cohésion, dont certains pays européens se passeraient bien. On a nos amis des Pays-Bas, l'Autriche, un pays du Nord, et je crois que c'est pour cela qu'elle est auditée aussi sévèrement. C'est la politique européenne la plus contrôlée, parce que je crois qu'elle doit chaque fois, à chaque renégociation budgétaire, faire ses preuves, montrer qu'elle a été utile, qu'il n'y a eu aucun argent perdu, aucun argent dépensé qui ne soit pas dans les objectifs de la Commission. Donc ça explique aussi, je pense, ce côté tatillon, mais qui est assez décourageant pour des porteurs de projets quand ils n'ont pas l'assiette suffisante en termes d'ingénierie, en termes de portage financier aussi, parce que c'est du remboursement. Donc nous, les régions, on fait vraiment le maximum, on fait des avances, on met à disposition de l'ingénierie. On a fait des contrats territoriaux avec des périmètres d'intercommunalité pour que vraiment, et en mettant à disposition de l'ingénierie, pour être sûr que les crédits soient bien employés. Parce que, là aussi, pour conclure, je rejoindrai ce qu'a dit Thibault Guignard, c'est une politique qui vraiment repose sur des stratégies de territoire, sur du développement territorial. Et il y a peu de politiques qui, comme ça, s'appuient sur les forces vives de l'engagement des élus locaux qui décident entre eux des priorités qui leur semblent nécessaires et qui peuvent, comme ça, construire un projet de territoire et être financés par l'Union européenne avec... Peut-être on y reviendra, un petit problème de visibilité, parce qu'il y a un vrai problème en France, malgré les efforts des régions, mais les régions ont des petits budgets en France, un véritable problème d'identification de cette politique. On a beau exiger les logos, les drapeaux, etc. Il y a trop peu de Français qui savent à quel point la politique de cohésion est à leur côté au quotidien et dans tout type d'aire géographique. Merci Madame Boudinot, et je passe tout de suite la parole à Madame Thiers pour finir ce premier tour de parole. Merci Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je salue l'initiative de la tenue de cette table ronde en ce début de lancement de la politique de cohésion 2021-2027, et je tiens à souligner également l'importance pour les départements de cet objectif partagé, que ce nouveau programme s'inscrive pleinement pour les priorités concernées dans le cœur des compétences départementales en matière d'inclusion de nos publics, et notamment les plus jeunes. Effectivement, cette période de crise sanitaire, puis le contexte géopolitique actuel nous y oblige. Plus que jamais, les départements auront à déployer des initiatives en direction des publics fragiles. Et le FSE+, constitue un outil, un levier indispensable en ce sens, comme le Fonds européen de développement régional ou le Fonds de transition juste, mais qui ne concerne cependant pas tous les départements. Pour mémoire, les départements sont les chefs de file de l'action sociale au niveau national et assurent la fonction, dans le cadre de la politique de cohésion, de gestionnaire du FSE pour l'inclusion. Ils interviennent sur les territoires pour améliorer le quotidien de nos concitoyens, notamment les plus vulnérables, avec toujours dans la mise en œuvre du FSE, ce souci d'équité territoriale. À cet égard, et de manière plus opérationnelle, j'aimerais rappeler que nous sommes toujours plus de 80 organismes intermédiaires du FSE+, pour cette nouvelle programmation. Ainsi, les départements sont encore au rendez-vous de cette programmation et seront en très grande majorité gestionnaires de subventions globales. Les départements sont de bons gestionnaires de FSE et leurs résultats en ce qui concerne la programmation précédente confirment la fiabilité et l'efficacité de leur action dans les évaluations qui ont pu être réalisées à la fin de celle-ci. Concernant l'association des départements,
à la définition des priorités dans le cadre de la rédaction des programmes opérationnels régionaux, globalement, tout s'est très bien passé avec les régions en leur qualité d'autorité de gestion des fonds de cohésion. En qualité de membre du partenariat de pilotage du programme opérationnel national FSE+, l'Assemblée des départements de France est régulièrement invitée par la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ou d'autres autorités à participer aux différentes instances mises en place pour le pilotage et le suivi du programme opérationnel national FSE+, dédié au volet 3, insertion. Il est vrai qu'avec ce nouveau FSE+, nous pouvons maintenant inscrire nos actions dans un plus large spectre de possibilités, une cible plus élargie pour notre public. Cela a été une demande de l'Assemblée des départements de France et nous nous félicitons que cette nouvelle programmation puisse nous donner l'opportunité de nouveaux choix. Nous avons souhaité la plus grande ouverture possible qui prenne massivement en compte le fait que les départements ont des possibilités de gestion dans le FSE+, et peuvent positionner les actions en cohérence avec les choix politiques opérés au niveau local et au niveau de la gestion de la subvention globale qui leur a été déléguée. Concernant les moyens employés qui ont été évoqués pour rendre visible le déploiement des fonds dans les territoires et parfois les difficultés rencontrées. Donc les départements de France se sont mobilisés pour que les programmations successives puissent porter une assistance, comme je l'ai déjà évoqué, un levier efficace aux départements, que ce soit en termes d'information, de veille documentaire, réglementaire, d'échanges techniques et même de formation des agents départementaux en charge de la mise en œuvre de cette programmation. Le développement du réseau Europe des départements constitue la condition de base pour l'animation et la diffusion des bonnes pratiques et l'information relative à la mise en œuvre du FSE+. Les vecteurs d'animation et de mutualisation sont mis en œuvre au niveau des départements, justement par l'Assemblée des départements de France. Les formations sur les fonds de cohésion et les fonds thématiques sont importants. Et dans la programmation à venir, nous souhaitons continuer à pouvoir proposer ces formations. Donc, Départements de France souhaite continuer à bénéficier de crédits pour pouvoir faciliter l'accès au FSE pour les départements. Car encore une fois, on a des élus locaux qui parfois ont une certaine réticence à mobiliser des dispositifs qu'ils ne connaissent pas. Donc cet aspect de communication est essentiel. Ça va permettre effectivement d'allier proximité sur le terrain, action tangible pour les citoyens et optimisation des fonds sociaux dans le cadre de cette nouvelle programmation. Donc, les départements de France ont signé un accord partenariat avec la représentation régionale de la Commission européenne en France le 6 septembre dernier, avec pour objectif de justement aussi mieux faire connaître les institutions européennes ainsi que les opportunités qu'elles offrent pour les départements. Et je salue Madame Valérie Druzé-Humès, qui est chef de la représentation de la Commission européenne en France, signataire de cette convention. Au niveau de l'avenir de la politique de cohésion, nous l'avons brièvement évoqué, les départements de France pensent que justement les axes de cette politique sont tellement essentiels qu'il y aura évidemment une suite à cette programmation 2021-2027, toujours avec ce souci d'équité territoriale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci madame, merci à tous les quatre pour vos premières interventions. Je passe tout de suite la parole aux orateurs de groupe pour 2 minutes, en commençant par le groupe Renaissance et Charles Sitzensoul. Merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Alors c'est une discussion importante que nous avons aujourd'hui, puisqu'en fait elle a trait à la présence de l'Europe au quotidien. Et donc c'est bien qu'on auditionne les 3 niveaux de collectivités principaux que nous avons en France. Et on voit bien que, de façon, je trouve, très polie, a quand même été dit dans la discussion qu'on est quand même assez loin du compte. Et moi, je parle là comme élu local, je suis également conseiller départemental. Je trouve que la visibilité des politiques de l'Union européenne, enfin pour être plus précis, plutôt des financements européens qui bénéficient aux collectivités locales, sont quasiment inexistantes. Voilà, c'est ça la vérité. Je pense que le bilan est très décevant. Ça pose d'ailleurs beaucoup de questions sur, je dirais même sur la façon dont collectivement le pays et les élus sont engagés dans la construction européenne. Je crois que c'est M. Guignard qui parlait avant
de machines à cash ou de caisses. Voilà, et effectivement, l'Europe ne devrait pas être ça, mais la vérité, c'est que c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on utilise l'argent, irrigue beaucoup de politiques dans les collectivités, et puis derrière, on met très peu en avant. Je crains que la réforme des grandes régions qui a eu lieu sous François Hollande ait aggravé le problème, puisque les grandes régions où elles ont été créées sont des entités technocratiques qui ont été décidées sur un coin de table. On sait tous comment tout ça s'est passé. Et en réalité, le fait qu'on ait confié la gestion uniquement aux régions pose pour moi un vrai problème. Et je pense que l'une des questions que l'on a devant nous, c'est peut-être qu'il faudrait donner davantage de poids aux départements ou aux grandes communes. Et ça permettrait d'avoir une meilleure visibilité de l'action de l'Europe dans les territoires. Merci beaucoup. La parole est à Madame Yael Ménach pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, vous venez vanter ici, devant la représentation nationale, la soi-disant réussite de l'efficacité européenne. En fait, vous venez louer une bureaucratie européenne, telle l'Agence nationale de la cohésion des territoires, qui, au travers de nombreux fonds, FEDER, FSE, FC, FTJ, fait couler les euros à grand flot. Tous ces moyens permettent, là, une bibliothèque, là, un tram dans une province, ici, un musée. Et en fait, ça vous permet de mettre une pancarte. Ce projet a été soutenu par l'Union européenne. Mais rappelons quand même une réalité qui est assez simple. Cet argent, cet argent qui est généreusement dépensé par Bruxelles, c'est d'abord l'argent des Français, c'est les impôts des Français. Le PLF de 2023, passé à coût de 49,3, a fixé à plus de 24 milliards d'euros la contribution au budget de l'Union européenne. C'est 17,5% de la contribution européenne. Et nous ne recevons que 15 milliards de subventions. Donc c'est, en fait, en nourrissant... 15 milliards de subventions. Donc c'est plus de 9 milliards de contributions nettes de la France à l'Europe. Bref, vous nous hissez au 10e rang des États bénéficiaires des crédits de cohésion. Et on ne peut pas vraiment dire que c'est une victoire pour la France. Tout cet argent, l'argent des Français, on aurait pu le gérer nous-mêmes au lieu de le confier à une strate administrative supplémentaire, grassement rémunérée. Je voudrais également attirer votre attention sur le pacte vert pour l'Europe. Alors que nous travaillons sur le projet de loi ENR, les énergies dites renouvelables, en fait, qui marchent pas tout le temps, les Français qui financent cette Europe sont heureux d'apprendre cette semaine que c'est celle-ci qui est responsable des coupures d'électricité que nous subissons. Effectivement, comme l'ont affirmé les ex-PDG de GDF et EDG, messieurs Gardonex et Proglio, c'est la complicité de nos politiques avec cette Europe qui viennent financer la transition énergétique verte. Alors je vous pose une question simple. Quel est l'intérêt que les personnes décident à Bruxelles ce qu'il faut financer dans les territoires, alors que chaque pays pourrait le faire à l'échelle territoriale, respectant ainsi le principe de subsidiarité, censé être un pilier de la construction européenne? Merci beaucoup. La parole est à Gabriel Amar pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, collègues. Bon, je suis un élu d'une génération qui a connu les programmes européens d'il y a 20 ans, et notamment les programmes PIC-Urban et les différentes générations en la matière. Et à vous entendre et à vous lire, je constate que on dit la même chose qu'il y a 20 ans, voire pire. On pensait, ou d'aucuns pensaient, qu'une certaine proximité avec l'échelon régional aurait amélioré la situation dans l'instruction, la prise en compte et le paiement concret pour les porteurs de projets, les autorités organisatrices de tel ou tel domaine qui rentrent dans les politiques européennes. Moi, je voudrais rappeler que, bien que ce soit peut-être vécu comme une spécificité française, le bloc communal est le goutte à goutte d'une planification de proximité qui peut répondre à des besoins identifiés et que beaucoup de ces collectivités, y compris les petites villes, ne sont pas outillées pour faire face à la somme des procédures, à la lourdeur de l'instruction de ces dossiers. Ce qui, dans un contexte où les communes et le bloc communal est affaibli par des politiques nationales, finalement
les procédures européennes de soutien vient affaiblir encore plus l'échelon de proximité de la démocratie et du coup se retrouve contrainte et forcée à ce que finalement ce soit l'échelon du dessus qui se trouve plus outillé quand bien même il y est arrivé pour pouvoir mobiliser les fonds nécessaires aux objectifs à la fois sociaux et écologiques et culturels indispensables à ces territoires. Donc voilà, c'est notre constat. Il y a urgence à simplifier les choses et du coup ma question c'est est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus des revendications que les représentants des collectivités ont vis-à-vis de la Commission européenne en la matière. Merci. La parole est à Vincent Settlinger pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs. Un grand merci tout d'abord à nos 4 invités pour vos interventions. J'aurais 2 questions. La première, donc en 2019, la Cour des comptes avait critiqué les coûts de gestion des programmes européens. Monsieur Guignard, vous avez évoqué le blocage de leaders pendant plusieurs années, dans les années 2014 et suivantes. Madame la chef de la représentation de la Commission européenne à Paris, la Commission européenne a-t-elle pris en compte ces remarques? Est-il prévu enfin un choc de simplification pour la gestion de ces programmes européens? Ma deuxième question, qui rejoint l'excellente intervention de mon collègue Charles Sitzenstuhl, c'est effectivement que lorsqu'une collectivité territoriale a un projet, elle peut faire appel donc à différents financeurs, que ce soit la région, l'État, le département ou l'Europe, et l'Union européenne apparaît trop souvent comme un financeur parmi d'autres, et on ne voit pas forcément la plus-value des fonds européens. Ma question, ma remarque, ne faudrait-il pas que l'Union européenne limite ses financements à certaines politiques ou à certains territoires plus fragilisés, notamment certains territoires ruraux qui se désertifient, étant donné qu'au départ, l'Union européenne avait mis en place ces politiques dans un but justement de cohésion des territoires pour gommer les disparités de richesse ou les disparités de développement entre territoires. Donc voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Union européenne, parfois pour une meilleure visibilité de ces programmes, encadre plus strictement les domaines d'action de ces programmes? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Madame Sabine Tillet pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos intervenants. Je pense que c'est une question cruciale qu'on évoque ici, parce qu'in fine, toute politique, qu'elle soit européenne ou nationale, est une politique locale. Elle doit arriver sur nos territoires. Et je remercie Monsieur Guignard d'avoir évoqué le projet politique, parce que l'Union européenne est un projet de politique, un projet de solidarité, compliqué souvent à mettre en place, mais la réalité, elle est là, et qu'on doit faire attention aussi tous, je dirais, au vocabulaire qu'on utilise quand on parle, même quand on parle des fonds structurels, parce qu'on a récemment eu un séminaire sur la cohésion territoriale en Indre-et-Loire avec la commissaire Ferreira. C'est très bien de dire 1 euro européen investi, c'est in fine 2,50 d'investissement global, mais effectivement, en disant cela, on réduit toujours l'Union européenne, comme vous l'avez bien dit, à une forme de tiroir-caisse. Donc ça, je pense qu'il faudrait qu'on évite un tout petit peu. Maintenant, il y a un vrai problème quand même de l'ingénierie pour les petites communes, pour que ce soit les communes, les départements. Et il y a une chose que je ne comprends pas, pourquoi on ne mettra pas en place dans les départements ou même au niveau régional des guichets peut-être cofinancés par des régions, par les départements ou par des intercommunalités. Je ne sais pas exactement à quelle échelle, mais qui permettent justement aux associations, aux communes de disposer de cette ingénierie. Pour l'IDER, ça marche très bien, effectivement, mais c'est l'IDER. Après, il y a la question aussi des régions. Toutes les régions, on ne peut pas les mettre sur le même pied. Cette idée de nommer des régions autorités de gestion, c'était très bien. C'est vrai que c'est quand même les régions qui décident aussi des objectifs à l'intérieur d'un programme, mais parfois pas tout à fait adaptés, peut-être adaptés aux besoins. Mais là aussi, il faudrait peut-être harmoniser un peu. Justement, il y a des contrôles qui existent parfois au niveau régional qui ne sont pas demandés par l'échelon européen. Oui, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole?
Si ce n'est pas le cas, je vous propose de répondre, et puis les collègues pourront rebondir ensuite s'ils le souhaitent encore. Merci beaucoup. On reprend l'ordre des interventions liminaires. Allez. Très bien. Merci pour vos réactions. Alors, pour la question, effectivement, de la mise en œuvre concrète, évidemment, ce n'est pas la Commission européenne qui l'impose, puisque là, on utilise à plein le principe de subsidiarité qui est mis en action concrètement, et c'est effectivement au niveau des États membres que cette déclinaison se fait. Maintenant, effectivement, ce qui est important, je parlais de simplification, vous parlez de choc de simplification. Effectivement, il a été mis sur la table très clairement pour cette programmation 21-27. Hein, je citais le chiffre de 74 propositions de simplification. Maintenant, le défi, c'est qu'effectivement, elles percolent sur le terrain. Pour nous, c'était important que nous le fassions, parce que c'est au niveau de la législation de base que ça doit être fait. Mais après, les moyens, la veille à la non-surtransposition dont on a parlé, ça va être le défi pour que peut-être certains démons du passé ne se recréent pas sur le terrain. Et chacun doit prendre son rôle à ce niveau-là. Je pense qu'avec du côté de la Commission, au niveau des différents partenariats que nous avons, nous sommes tout à fait disposés à participer, je dirais, à des séminaires, des tables rondes ou autres, avec les autorités concernées, pour assurer qu'effectivement la lettre des simplifications se retrouve dans la réalité, peut-être pour éclairer certains niveaux. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut envisager de faire. À nouveau, c'est une question partenariale, chacun doit jouer son rôle et nous sommes prêts à animer, à faciliter pour que ce lien se fasse dans la réalité de tous les jours. On a beaucoup parlé, alors effectivement, après la déclinaison sur guichets locaux, travail entre pairs, je crois personnellement beaucoup à l'exemplarité, de dire quelqu'un d'une petite commune ou autre qui puisse dire à ses pairs « je l'ai fait, au début j'étais un peu inquiet, mais par tel ou tel moyen ou par telle structure qui apporte une ingénierie et une approche de support collectif. » Je pense qu'il y a quelques bons exemples que l'on peut faire circuler, nous par nos publications, mais aussi par l'ensemble des partenaires qu'on a mentionnés aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui a, on avait une valeur à convaincre encore plus que de parler de textes ou de mesures de manière un peu désincarnée. Je crois que c'est la façon la plus rapide d'aller vers les décideurs locaux. Et le troisième point qui a été beaucoup mentionné par l'ensemble d'entre nous, c'est cette question de visibilité. Alors effectivement, d'un côté, pour revenir à cette notion de chéquier ou de tiroir-caisse, je dirais que les obligations juridiques sont là justement pour faire le pendant minimum. Mais comme je le disais dans mes propos introductifs, il est important que chacun joue son rôle. Je dirais très honnêtement, suivant les territoires où j'ai pu me rendre, y compris quand il y a le logo, le discours politique est très différent suivant le soutien et la réalité d'accompagnement des politiques européennes, qui sont des politiques qui sont là pour accompagner chacun des citoyens. Ces programmes sont votés par l'ensemble des États membres, pas de manière désincarnée par une entité bilatérale. Donc c'est absolument important que chacun joue son rôle et que le discours soit là et la réalité surtout de la présence du projet et des politiques européennes soit portée par chacun et chacune d'entre vous. Merci beaucoup, Monsieur Guignard. Oui, quelques remarques. Tout d'abord, la complexité est vraiment un poison parce qu'en fait, elle engendre un certain nombre de choses. C'est, par exemple, les autorités de gestion ont tendance à mettre des planchers dans les demandes de subventions, c'est-à-dire de se dire c'est long et ça coûte cher d'instruire des dossiers européens, donc on ne va pas verser de subventions en dessous de 10 ou 20 ou 30 000 euros. Sauf que dans les communes rurales, vous avez des projets dits petits, mais qui sont tout aussi structurants vu la taille de la commune. Et quand une commune de 600 habitants rénove son foyer des jeunes, avoir 20 000 euros de FEADER leader, c'est important. Et donc, le fait de mettre des planchers, c'est une mauvaise réponse au problème de la complexité. Il faudrait plutôt chercher à simplifier. D'ailleurs, quand on parle d'ingénierie, mettre de l'ingénierie dans les territoires, certes, mais si on simplifiait, on n'aurait pas besoin de mettre de l'ingénierie. Et c'est possible, puisque vous avez des programmes européens, je vais prendre l'exemple d'Erasmus+, qui a été extrêmement simplifié pour cette période de programmation, qui verse 80% de la subvention sous forme d'avance, et ce sont des euros européens.
Ce sont des euros européens au même titre que le FEDER ou que LEADER, etc. Sauf qu'on a un certain nombre de fonds, un certain nombre de programmes qui sont tous financés par le budget communautaire, mais qui n'ont pas les mêmes règles de gestion. On a même vu l'opération Wi-Fi for You. Wi-Fi for You, vous cliquiez à midi sur un site et vous aviez 14 000 € pour mettre le Wi-Fi public dans votre commune. En un clic. Et ensuite, on envoie les factures, on se fait rembourser avec 100% de financement. Il n'y a même pas besoin de cofinancement national. Donc, ça dérogeait à toutes les règles de gestion des fonds européens. Et après, vous avez des maires qui ont répondu à Wi-Fi for You, qui ont eu 14 000 € en un clic et en envoyant 3 factures. Et après, vous leur montrez un dossier leader pour la même somme, sur une autre thématique, et vous leur dites que ça va durer 3 ans, entre l'instruction et la demande de paiement et le versement de la subvention. Donc, je pense que l'Union européenne devrait harmoniser ses règles de gestion, de façon à avoir plus de simplicité et ne pas être obligé de chercher des bonnes solutions à des mauvais mots que sont l'ingénierie et les planchers. Sur la visibilité, tout le monde est d'accord pour dire que l'Union européenne n'est pas assez visible dans les territoires. Alors, il y a des élus qui, je pense que nous en faisons partie, qui jouent le jeu. Il y en a d'autres qui le font moins. La question se pose justement de la place des subventions européennes dans les plans de financement. C'est-à-dire que si l'Union européenne intervient à 20% à côté du fonds de concours de l'intercommunalité, du département, de la région et de l'État, alors on ne la voit pas. Si l'Union européenne intervient à 80%, alors c'est un projet qui a été financé par l'Union européenne. Et on peut dire ce projet-là, c'est l'Union européenne. Si c'est un cofinanceur parmi d'autres, il n'y aura même pas quelqu'un pour prendre la parole le jour de l'inauguration, puisqu'on a trop peu de députés européens pour qu'ils puissent aller à toutes les inaugurations où il y a des fonds européens. Donc il n'y aura pas de visibilité de l'intervention de l'Union européenne. Et puis, quand j'entends que l'argent européen serait mieux géré de manière nationale que de manière communautaire, ça me fait bondir parce que moi, je suis aussi président de la Fédération nationale des programmes Leader, Leader France. Et Leader, c'est depuis 1993 l'Union européenne qui fait confiance aux acteurs locaux. C'est-à-dire qu'elle leur dit, vous vous organisez autour d'une stratégie locale de développement et je vais vous confier une somme de FEADER à gérer pour financer vous-même les projets de votre territoire. Depuis 1993, l'Union européenne fait confiance aux acteurs locaux dans des micro-territoires. Ce sont des tout petits territoires de projet, parfois plus petits que la communauté de communes, ce qu'on appelle des groupes d'action locale. Et il n'y a pas beaucoup d'États membres, et notamment le nôtre, qui est capable de faire confiance aux acteurs locaux pour gérer de l'argent public, quand on voit que la DETR et la DSIL sont encore gérées dans le bureau du préfet. Merci beaucoup, Madame Bodino. Pardon. Merci. Je voudrais quand même rappeler quelques fondamentaux. La Commission européenne a des stratégies et des ambitions qui ne peuvent pas être purement celles des communes. Quand la Commission européenne impose 30% minimum, plutôt 40% minimum sur la compétitivité, l'innovation, la recherche, qui est une politique phare de la cohésion, le 8e rapport de la cohésion montre qu'il y a un lien direct entre l'absence d'innovation et le décrochage de certains territoires. Donc la Commission s'appuie sur les compétences d'un certain nombre d'échelons territoriaux, en particulier les régions, pour ces questions de compétitivité, d'aide aux PME. Le lien avec le territoire, il est pour autant là. Hein. Je veux dire, quand on aide les PME, des PME, des cantons où il n'y a pas de PME, il n'y en a pas énormément. Pourtant, moi, dans ma région, j'ai la Creuse et la Corrèze. N'empêche que les PME, quand on les aide, on aide le territoire. Quand on aide des centres de formation, on aide le territoire. Donc, il n'y a pas que la partie axe territorial qui permet d'intervenir sur les territoires. L'aide aux entreprises en fait largement partie. L'aide à la formation professionnelle en fait partie aussi. Donc la Commission européenne, dans tous les pays d'Europe, s'appuie sur un échelon qui s'appelle NUTS 2, qui est un échelon régional. Ce serait quand même assez curieux qu'en France, on décide de disperser les crédits européens sur des échelons qui soient communaux. Ce serait totalement contraire aux principes européens. Il y a aussi un principe de concentration thématique.
Thibault en parlait effectivement, quand il y a trop d'interlocuteurs, quand on veut trop complexifier, on ne sait plus qui fait quoi dans ce pays. Il n'y a pas que l'Europe qui est en jeu dans cette question-là du qui fait quoi. Il y a un vrai problème de compétences qui ne sont pas assez fléchées par niveau territorial. Je pense que les Français verraient plus lisiblement qui fait quoi si on avait chacun des compétences bien en propre, sauf, je mets à part le sport et la culture, qui ont besoin que tous les niveaux s'y mettent. Je voudrais aussi donc c'est pour ça, quand j'entends machine à cash, c'est pas possible. Je vous ai vraiment dit qu'il y avait des stratégies. Je veux dire qu'on monte des stratégies. On a des schémas régionaux d'internationalisation des entreprises, même sur l'aménagement du territoire, sur la formation professionnelle. Enfin, vraiment, c'est pas un tiroir-caisse. On a vraiment des stratégies territoriales qui s'appuient sur ces fonds européens. Il y a l'idée de limiter ces fonds éventuellement aux territoires les plus fragiles. Là, je me permets de vous alerter parce que c'est exactement ce que voudraient faire certains pays dans l'Union européenne. Et c'est une logique qui conduirait à n'avoir plus que des fonds européens sur les pays de l'Est ou sur les pays qui ont le PIB le plus faible. Ça voudrait dire perdre totalement l'espèce d'universalité des fonds européens qui, à mon avis, gagnent à s'adresser à tous les niveaux géographiques, à tous les porteurs de projets, que ce soit associatifs, quand on parle de leaders par exemple. Enfin, vraiment, je pense qu'il faut se préserver de cette logique de ne les flécher que sur les secteurs les plus en difficulté. Après, pour ce qui est de la communication, j'y reviens un peu. 2014, le fait que les régions aient en charge la gestion et donc les obligations de communication, mine de rien, c'est extrêmement récent. Et je peux vous dire que quand c'était les préfets qui géraient les fonds européens, on en entendait encore moins parler. Nous, on se fait une obligation, on ne verse pas l'intégralité des fonds s'il n'y a pas le logo. Ah ben si, je peux même vous citer sur le plan de relance 2 préfets de ma région qui ont chacun fait des interviews et qui n'ont même pas cité l'Europe. 40% du plan de relance. Donc vraiment, je tiens à votre disposition les pièces justificatives, mais il n'y a aucun problème. Je peux vous dire que les préfets masquaient la pénurie d'argent public par l'arrivée des fonds européens et ne disaient pas forcément merci à l'Europe. Nous, systématiquement, on dit merci à l'Europe. Alors après, il y a effectivement des problèmes où quand il y a une plaque avec tous les logos au même niveau, bah, effectivement, le logo de l'Europe, il n'est pas forcément très important. Parfois, la plaque, elle n'est pas au bon endroit. Donc, je pense à des passerelles, des fois, on a mis beaucoup d'argent sur les pôles d'échange multimodaux. Des fois, c'est plusieurs millions d'euros. Bah, faut effectivement la chercher, la plaque. Donc, bon... Mais toutes les régions ont un budget obligatoire de communication. Je vous ai amené d'ailleurs des planches, puisqu'on lance le 21-27. On fait beaucoup de documents de communication pour bien expliquer à chacune des réunions que l'on fait avec les porteurs de projets ce qui est possible de faire avec les fonds européens. Moi, je fais une réunion par département. On a des réunions thématiques pour construire ce programme 21-27. C'est 3 ans de travail. 3 ans de travail, de concertation très étroite avec tous les niveaux infraterritoriaux, avec tous les porteurs de projets, que ce soit l'université, les filières industrielles. Enfin, vraiment, c'est un travail colossal et on est en prise directe avec les porteurs de projets. Et eux savent très bien. L'université, par exemple, c'est dire merci à l'Europe. C'est incroyable. L'université, vous n'avez pas la moindre machine où il n'y a pas le logo européen. Et voilà. Mais pour le citoyen, il y a effectivement un déficit et je pense que justement ce déficit de communication il est lié à un pays trop centralisé. Je pense que les pays fédéraux, l'Allemagne et l'Espagne, qui communiquent beaucoup plus. Nous, on a un problème parce que ce budget de communication, s'il repose uniquement sur les budgets de communication des régions, il est honnêtement pas au niveau de ce qu'apporte la politique de cohésion. On a des trop petits budgets pour ça. Il faudrait une campagne nationale. On peut parfaitement alimenter, nous, avec des exemples régionaux. On fait toujours des films, etc. Mais il faudrait une campagne à la fois État-région qui porte cette politique de cohésion, qu'on la fasse connaître parce que c'est plusieurs milliards et qu'elle le mérite vraiment. Merci beaucoup. Et pour finir, Madame Thiers. Pour compléter les propos des autres intervenants, je pense que le département est un échelon territorial important. Alors bien sûr, dans le cadre de la politique de cohésion, de par sa compétence au niveau de l'action sociale, mais aussi
par rapport à la communication qui est nécessaire vis-à-vis des territoires, puisqu'effectivement, au niveau du département, nous avons un rapport privilégié avec chaque communauté, c'est-à-dire soit communauté de communes, communauté d'agglomération, de par les élus qui siègent dans ces collectivités et aussi au niveau du département. Donc, ce serait potentiellement pertinent d'être une interface entre justement la région et les différentes communes. On pourrait jouer ce rôle de guichet, on pourrait potentiellement aussi accompagner au niveau de l'ingénierie, même si je pense que l'interface, elle doit surtout être dans la communication. Et ce sont certainement les communautés d'agglomération, communautés de communes, qui devraient pouvoir porter cette ingénierie. Bien sûr, pour jouer ce rôle, il faut des ressources. On en revient toujours à la même question. Limiter les fonds aux territoires les plus nécessiteux, effectivement, il y a un risque, même si, encore une fois, je pense qu'au niveau départemental, on peut peut-être plus facilement coordonner l'action et identifier les territoires, justement, qui ont un besoin plus accru, même si ce n'est que temporaire par rapport à certains dispositifs. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup. J'ai une demande de prise de parole de Gabriel Amar pour la France Insoumise et ensuite Denis Masseglia pour le groupe Renaissance. Oui, moi je voudrais pouvoir apporter un témoignage pour avoir été dans une autre vie élu d'un territoire pendant 19 ans, qui a bénéficié des programmes européens pendant plus de 10 ans et pour lequel il avait été possible de mettre en place un groupement d'intérêt public avec délégation de crédit à cette structure et pour lesquels les responsabilités d'animation et de co-construction pour la prise en compte des projets étaient tournantes entre les différents niveaux de collectivité et l'État. Et je n'en garde que des bons souvenirs, qui a permis de mobiliser en une décennie sur 2 communes près de 400 millions d'investissements. Et je ne veux pas considérer que le bloc communal, dans un travail partagé et coordonné avec le département, la région et les services de l'État, ne serait pas en mesure à la fois de profiter de mesures de simplification et en même temps assumer pleinement la prise en compte et l'examen des projets et des dossiers qui sont conformes aux axes, bien sûr, souhaités par la Commission européenne. Alors, on peut ne pas être d'accord avec certains axes pour des raisons politiques. C'est mon cas, bien évidemment. Mais il arrive aussi que, avec les axes en question, on arrive quand même à rendre éligibles des projets dans les bassins de vie qui sont utiles à la population. Il ne faut pas tourner le dos à ces opportunités. Mais je souhaite vraiment qu'on puisse étudier, parce qu'il y a eu de l'expérimentation en France, qui a fonctionné par le passé et qui n'était même pas à l'échelon départemental, qui était à l'échelon des territoires qui avaient besoin de bénéficier des effets leviers d'une politique européenne. Et quant à la communication, alors moi, je ne sais pas ce qui s'est perdu en chemin, mais je n'ai que des souvenirs du fait qu'on savait tout à fait respecter les financeurs et faire en sorte qu'il y ait à tous les coins de rue des plaques avec le logo de la Commission européenne, même si le symbole des 12 étoiles de la Vierge Marie ne me plaisait pas. Merci beaucoup. La parole est à Denis Masseglia. Merci Monsieur le Président. Déjà, je voulais remercier l'ensemble des intervenants pour les débats que je trouve de très grande qualité, extrêmement intéressants. Et c'est dommage que ma collègue du Rassemblement national soit partie, parce qu'il y a un truc que je n'avais pas compris et j'aurais bien aimé avoir un éclaircissement, parce qu'elle indique qu'aujourd'hui la contribution française, du moins la France donne plus à l'Europe qu'elle a en retour. Ça me rappelle d'ailleurs des propos anglais à Want My Money Back, mais en fait la solution, ça serait de mettre en place des finances propres. Et en fait, on a proposé des ressources propres. On a proposé, par exemple, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour permettre d'avoir des entrées d'argent qui ne soient pas des impôts directs ou du moins des participations des États. Et le Rassemblement national a voté contre. Donc, en fait, il y a... faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. En fait, je comprends plus. J'aurais bien aimé que le Rassemblement national nous explique ce qu'il pense, parce que là, franchement, ils disent blanc, ils disent noir. Je sais pas trop. Qu'ils nous expliquent. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Non. Si c'est pas le cas, je vous propose de répondre pour celles et ceux qui le souhaitent. Monsieur Guignard ?
Juste dire une petite chose par rapport à ce qu'a dit Isabelle tout à l'heure sur le fait que tous les préfets n'avaient pas joué le jeu de l'affichage des fonds européens dans le plan de relance. Parce que je pense que c'est important que la représentation nationale l'entende. Tous les préfets n'ont pas joué le jeu de l'affichage des 40% des fonds européens dans le plan de relance. À tel point que des maires ont fait des demandes de financement au titre du plan de relance, et qu'après ils ont fait des demandes de financement au titre des fonds européens, et qu'on leur a dit « Ah mais non, vous ne pouvez pas prétendre aux fonds européens parce qu'il y en a déjà dans le plan de relance ». Et certains se sont rendus compte que finalement, les fonds européens en gestion classique auraient été plus intéressants que le plan de relance, mais ils en ont été privés parce que le plan de relance avait été alimenté par des fonds européens. Deuxième exemple, et je cite Laurence Boone la semaine dernière à Tours, qui nous a posé la question de savoir qui sait que les 2/3 de la prime Rénov' sont financés par des fonds européens. Personne. Donc il y a vraiment un gros travail de communication à faire lorsque les fonds européens intègrent un mécanisme national et qui sont un peu dilués dans le mécanisme national. Merci beaucoup. Je passe la parole à Stéphane Buchou pour le groupe Renaissance. Pardon, je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, cher monsieur. Simplement une petite interrogation. D'abord, merci, je remercie moi aussi toutes vos interventions. Tout ça a été extrêmement intéressant. Je trouve un petit peu dommage, pour tout vous dire, qu'on va se quitter sur un sentiment un peu amer, puisque vous venez de dire effectivement que suite à l'intervention de Laurence Boone la semaine dernière, il y avait visiblement de l'amélioration à faire en termes de communication. Donc vous me voyez arriver avec mes gros sabots. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on rapproche encore plus l'Europe de nos concitoyens et qu'il y ait une meilleure compréhension de tous ces mécanismes financiers qui sont, j'en conviens parfaitement avec vous, un peu complexes, mais pour que chacune et chacun d'entre nous comprenne bien qu'il y a effectivement un mécanisme de contribution qui vient irradier, si je puis dire, les territoires et qui vient aider à la fois les collectivités et les entreprises. Merci beaucoup. Merci. Qui souhaite répondre ? Madame Boudinot. Juste un élément, on partage, je crois, avec la représentation française de la Commission, du financement des CIED, des maisons de l'Europe. Je crois que les régions, la plupart des régions cofinancent très largement les CIED, qui font un gros travail de communication, qui vont aussi dans les écoles, dans les lycées. Donc ça, c'est vraiment un outil, à mon avis, très utile. Après, améliorer, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'élus qui ont tendance à dire que quand c'est bien, c'est grâce à eux, et quand c'est mal, c'est la faute de l'Europe. Et donc nous, on a beaucoup je pourrais vous citer plein de parcs de bus, de choses hydrogènes, etc., qui ont été portés par des élus locaux, des présidents d'agglos. Et quand le parc de bus arrive, le logo, vous le cherchez quand même. Donc c'est vrai que c'est une occasion manquée un peu pour tout le monde. Pourtant, là, sur cette génération, on va pouvoir vraiment pouvoir ne pas verser des fonds si la charte de communication n'est pas respectée. Après, pour faire... Non, mais je pense que c'est très difficile de comparer, je le disais en tout début de propos, de génération en génération, ça n'a plus rien à voir, franchement. Il y a eu une espèce d'âge d'or où il y avait des choses communales qui étaient financées et les préfets en fin de génération, là aussi, je suis désolée, mais à l'époque, c'était eux qui géraient. L'argent n'était pas forcément bien consommé. Il y a eu du dégagement d'office du temps où c'était l'État. Et donc, en fin de période, il finançait un peu tous les équipements publics qu'on lui proposait. Je connais beaucoup de communes qui citent « Mais moi, à l'époque, on m'a payé ma piscine. Voilà. Ça ne fonctionne plus comme ça. Maintenant, ça fonctionne vraiment par stratégie territoriale. Et je pense que c'est pas plus mal. C'est à la fois une méthode et une stratégie. Et c'est vraiment utile d'un point de vue développement local. Allez-y. Oui, pour revenir à cette réalité, que faire ? La première chose, effectivement, c'est la conditionnalité. Je crois que c'est très important. Deuxièmement, c'est continuer à expliquer, à montrer. J'indiquais que nous le faisons en allant sur des projets, en mettant en avant les choses. Troisièmement, c'est la réaction.
On a parlé avec MaPrimeRénov', avec les conseillers numériques et autres. C'est des fonds qui viennent du plan de relance NextGenEU, qui effectivement, on n'est pas sur des fonds régionaux, mais effectivement, il y a eu une méthode, on va dire, de mise en œuvre nationale que je ne commenterai pas. On est revenu vers certains préfets à la relance, très concrètement, et par le secrétariat général aux affaires européennes, pour dire quand les obligations de communication n'avaient pas été respectées. Ça a été concrètement mené à modifier des panneaux, tout simplement, et aller sur place vérifier que c'était fait correctement. Et nous continuons à travailler avec le SGAE, qui est en train de mettre en place, au 1er janvier, je crois, une cellule justement pour consacrée aux fonds structurels pour travailler au niveau national. Donc il y a aussi une prise en compte qui a été faite à ce niveau, je dirais, agrégé de coordination au niveau du SGAE, donc peut-être un autre instrument à suivre pour ces aspects. Merci beaucoup, Sabine Thier pour le groupe démocrate. Et juste pour dire que faire, c'est déjà de nos chers collègues, c'est déjà nous impliquer nous-mêmes. On l'a déjà souvent dit à la dernière législature au niveau de la Commission des affaires européennes. Je le dis encore, le parlementaire national, il est souvent le chaînon manquant dans cette affaire. Et on ne peut pas tout laisser à nos députés européens qui sont trop peu nombreux. C'est à nous aussi de porter ce sujet dans nos circonscriptions. Merci beaucoup, Stéphane Buchou, pour une nouvelle prise de parole. Oui, très, très rapide, mais je vais rebondir sur ce que vient de dire Sabine. C'était juste une petite suggestion, c'est-à-dire que je me faisais la réflexion en vous écoutant dans les propositions que vous faites pour améliorer tout ça, qu'effectivement, pour assister, comme mes collègues évidemment, à de nombreuses inaugurations sur mon territoire, je vais dire je m'étonne, mais je connais déjà la réponse. C'est vrai de la faible présence, mais c'est surtout pas un reproche de ma part, des députés européens qui malheureusement, n'étant pas présents, ne peuvent pas non plus venir défendre ce qui doit être défendu. Et donc je pense que c'est aussi là un axe d'amélioration. Alors je sais pas comment, alors il y a la question du nombre. Évidemment, de députés, ils peuvent pas être, ils ont des territoires tellement importants que c'est compliqué pour eux d'être sur tous les fronts. Mais je pense effectivement que ça contribue à la méconnaissance évidemment effective des fonds qui sont dédiés sur nos différents territoires. Donc voilà, je rajoute cela aux contributions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez répondre? Allez-y. Oui, c'est la dernière fois, je vous promets, mais sur la question de la visibilité, je pense que c'est aussi de cultiver le sentiment européen, parce que quand on va dans les pays d'Europe orientale, dans chaque commune où il y a eu un financement européen, c'est une banderole attachée à la mairie ou au-dessus de la route, parce que le maire est fier avec ses services d'être allé chercher des financements européens et d'avoir permis à sa commune de se développer. Peut-être que nous, finalement, on a quand même pas mal d'outils d'aide à l'investissement pour les collectivités, donc on pioche dans les outils en fonction de celui qui est le plus intéressant pour tel projet, mais il n'y a pas ce sentiment, cette satisfaction d'être allé chercher un financement européen. Et moi, je peux vous dire, dans ma commune, je monte beaucoup de dossiers avec les fonds européens et je ne respecte pas les obligations de communication parce que je trouve que les logos sont trop petits. Donc je les agrandis. Et notamment sur Leader, vous avez le logo de la région et l'Europe s'engage en grand et le logo de Leader en petit. Et moi, j'ai demandé au service communication que le logo de Leader soit plus gros que le logo de la région. C'est une question de principe. Alors après, si j'ai un contrôle, j'aurai peut-être un problème, mais... Merci beaucoup à tous les quatre. Merci, chers collègues, pour vos questions et vos interventions. Et merci infiniment pour vos propos qui étaient extrêmement intéressants. Et je propose que l'on poursuive au fil de ce mandat cette discussion qu'on a entamée aujourd'hui ensemble. Merci beaucoup.